Ja, und das ist die Grenze zwischen den Hebräisten und die Schiiten. En ik ben in de midden. De helft Jiddisch en de helft Französisch. Ou alors rien du tout. Chers amis, donc tout d'abord, je vous remercie d'être ici si nombreux pour fêter la parution du deuxième numéro de notre revue Mekan Ve'elach. Cette revue littéraire a été créée à l'initiative de notre directeur, Tal Ever Shibowski, et c'est une édition de la Maison de la Culture Yiddish Bibliothèque Méléa. Elle est consacrée à l'hébreu diasporique, une langue parlée de par le monde, comme disait Leigh Grossman dans le titre de son roman, c'est-à-dire que c'est une langue universelle. Je m'en veux pour preuve que la diversité des auteurs qui ont pris part à sa rédaction. Je ne citerai pas de noms, mais il y a parmi eux des essayistes, des prosateurs, des poètes, des philosophes. Ils sont français, israéliens, arabes, américains, allemands, etc., etc. Donc, Mekan Ve'elach apporte un nouvel éclairage sur le devenir d'une langue et ses métamorphoses. Les lecteurs de Mekan Ve'elach sont donc des citoyens du monde. Nous souhaitons à Mekan Ve'elach une longue vie et, comme on dit chez nous, jusqu'à 120 ans. Au Yiddish. Teire Frank, seid begrüßt, was gut zu feiern dem Herauskommen von dem zweiten Nummer von unserer Publikation Mekan Ve'elach. Die dosige Publikation ist beschaffen geworden mit den Keuches von unserem Direktor Tal Ever Shibowski. Die haben untergenommen in die Redaktion sind Essayisten, Prosaiker, Dichter, Philosophen und sie sind Franzosen, Israeler, Araber, Amerikaner, Deutschen und also weiter, also weiter. Mekan Ve'elach bringt zu einer neuen Erscheinung, eine Beleuchtung auf den Girdel von der Sprache. Die Länder von Mekan Ve'elach sind Bürger von der ganzen Welt. So Mekan Ve'elach leben, wie man sagt bei uns, ist 128 Jahre. Merci beaucoup, Nicole. Je suis très heureux de vous accueillir à nouveau ce soir, un an après la sortie du premier numéro de Mekan Ve'elach, pour fêter avec vous ce deuxième numéro. Nous allons lire des extraits de la revue, en original et en traduction, et parler à plusieurs voix et en plusieurs langues des enjeux de ce projet. Certains des auteurs et traducteurs de ce numéro sont présents et parleront de leurs textes. Enfin, on aura un moment de discussion avant de passer au traditionnel hareng et vodka. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais vous dire, mais j'aimerais aussi donner la parole à d'autres personnes qui font partie intégrante de ce projet, de la communauté que ce projet tente de réunir. Et je me contenterai donc d'abord d'évoquer un point qui me paraît particulièrement important dans ce deuxième numéro et en général quand on parle de la diaspora. Les rapports entre continuité et discontinuité dans la diaspora et dans la tradition. Le premier numéro de Mekan Ve'elach est sorti il y a un an. Même si la couverture indique premier recueil, Me'asef Rishon, ce qui contient implicitement la promesse d'un deuxième numéro, plusieurs lecteurs ont remarqué l'absence de mention explicite d'une périodicité. Un commentateur a très justement indiqué que le choix du terme Me'asef, recueil, dans le sous-titre Me'asef l'ivrit olamit, littéralement recueil pour l'hébreu diasporique, oui, au lieu de celui de Ktav Et, revue périodique,
n'implique pas d'engagement quant à une parution régulière. Cette remarque met le doigt sur ce qui est l'intention de ce recueil. En regardant la chaîne de l'impression hébraïque en ashkénaze, dont Mikan Ve'elach espère d'être l'un des maillons, on trouve plusieurs revues hébraïques qui ont eu très peu de numéros, suivant un seul. Il faut bien espérer, bien évidemment, que Mikan Ve'elach existera jusqu'à fêter ses 120 ans. Et bis 120. Voilà. Allez. Mais il faut aussi comprendre que la diasporicité dans la langue hébraïque, mais aussi en général, existe non seulement dans la continuité, dans l'espace et dans le temps, mais aussi et surtout dans la discontinuité. La condition diasporique, dispersée par définition, existe dans les ruptures et grâce aux ruptures, grâce aux écarts et aux espaces. Elle n'est pas un continent, mais l'ensemble des îles séparées et distinctes l'un des autres. Mais comme ensemble de pratiques culturelles, la diaspora est constituée par les liens entre ces points dispersés, reliés par la communication, le mouvement, la culture, la langue ou les langues partagées. On peut illustrer le rôle que tient la rupture dans le concept de diaspora avec deux images, le filet et la chaîne. Un filet ne serait pas un filet s'il n'avait pas de trou. Et une chaîne ne serait pas une chaîne sans les espaces qui existent entre ces maillons. Et en même temps, et le filet et la chaîne établissent des liens entre les choses. Autrement dit, la constellation des relations diasporiques est possible non seulement malgré les écarts, mais aussi grâce aux écarts, dans l'espace et dans le temps. Effectivement, contrairement aux idéologies culturelles basées sur une croyance ou une continuité sans rupture dans l'espace ou dans le temps, la diaspora, comme modèle intellectuel, est non seulement capable de s'accommoder de ruptures, des hiatus entre des points dispersés, mais ce sont aussi ces ruptures qui la constituent. La rupture est présente dans tout acte de transmission et dans tout rapport à la tradition. La tradition est toujours la réception d'une transmission interrompue ou perturbée. Dans nos textes bibliques, il n'y a que Moïse qui a pu parler avec Dieu bouche à bouche. Cette exception confirme la règle, que la transmission et la réception n'ont jamais lieu bouche à bouche, mais seulement de bouche à oreille, ou d'une écriture à sa lecture. Entre la transmission et la réception, il y a donc toujours une certaine discontinuité. Néanmoins, et malgré cette rupture fondamentale, il n'est pas possible de s'abstraire complètement de la tradition. Le mot hébraïque chidush ou chidesh en yiddish signifie à la fois innovation et renouvellement. Et effectivement, chaque innovation est en fait un renouvellement. Il est impossible de renoncer à toute tradition, mais il est possible de choisir la tradition qui nous parle le plus, ou, dans une tradition donnée, les éléments auxquels on veut s'identifier. En ce sens, même la conversion, qui apparaît au premier abord comme tout le contraire de la tradition, est en fait le remplacement d'une tradition par une autre, le choix d'une autre tradition. Tradition et conversion, dans leur rapport à la diaspora, sont les fils rouges de ce deuxième numéro. Pour ne citer que quelques exemples, le récit de Maurice Hollander, Un Shabbat comme les autres, traduit du français et qu'Amos Oren lira en hébreu à la fin de cette soirée, décrit les difficultés de la tradition et de la réception. L'auteur évoque son père, engagé dans la cérémonie du Shabbat, comme un homme qui dit des phrases que personne ne comprend, même pas lui-même, mais qui invite son fils à prononcer ces quelques phrases rituelles pour rythmer le temps du monde en affirmant la ritournelle des générations. Enfin, une autre expression d'une chaîne de transmission fissurée et perturbée
apparaît dans le texte de Tomer Gardi, Hébreu écorché. Ce texte, écrit à l'origine en allemand, par un écrivain dont la langue maternelle n'est pas l'allemand, est traduit ici vers la langue maternelle de l'écrivain, l'hébreu, mais par une traductrice dont l'hébreu n'est pas la langue maternelle. Or, ce texte remet en question la définition de la langue maternelle elle-même. Et je cite, « Ma langue maternelle n'est pas la langue maternelle de ma mère. La langue maternelle de ma mère n'est pas la langue maternelle de sa mère. La langue maternelle de sa mère n'est pas la langue maternelle. Et ainsi de suite, et pour longtemps. » Et je donne maintenant la parole à Cécile Nézérever, qui va lire sa traduction de ce texte en hébreu. Bonsoir. Donc le texte dont vous allez entendre un extrait est la traduction dans une langue non maîtrisée d'un texte qui, dans sa version originale, a déjà été écrit dans une langue non maîtrisée. C'est un texte dont la particularité est aussi d'avoir d'abord été lu avant d'avoir été publié. Il y a presque un an, Tomer Gardi, l'auteur, était l'invité du Bachmann Prize, l'un des prix les plus prestigieux de littérature allemande, à lire un texte sans nom. Un texte dans une langue cassée, dans un allemand compréhensible mais affranchi des règles grammaticales et syntaxiques. Un texte où il est question de confusion, de déplacement, d'un rapport problématique à la langue, mais aussi à soi et à l'autre, à la famille et à la tradition. Ce texte a ensuite été publié, sous forme de roman, sous le titre The Broken German, un titre qui là encore joue sur le déplacement, puisqu'il décrit en anglais un texte écrit en allemand. Mais son rapport à l'oralité reste fondamental. Lorsque j'ai rencontré Tomer Gardi, il m'a dit qu'en écrivant, il avait lu à haute voix toutes ces phrases, de manière que le rythme, la musique, à défaut des règles de la langue, soit ce qui fait avancer le texte. Tomer Gardi est donc venu dans l'un des lieux les plus institutionnels de la littérature allemande pour présenter un texte qui donne à entendre une voix qu'on peut dire cassée. Cassée, merci, justement. Cassée mais aussi mineure. Une voix qui mêle dans l'ensemble du roman le vécu d'enfants d'immigrés dans l'Allemagne d'aujourd'hui et celui du narrateur de langue maternelle hébraïque qui voyage avec sa mère en Allemagne. Et ces voix, toutes ces voix, un roman à plusieurs voix, elles ont en commun d'être non dominantes, d'être mineures dans leur situation sociale dans l'Allemagne d'aujourd'hui. Et pourtant, elles s'expriment tout de même dans la langue dominante. Mais cette langue, elles la subvertissent, elles l'écorchent, comme on dit en français. Mais cette expression d'écorcher la langue, qui est d'ailleurs celle qu'on a choisie pour la traduction du titre en français dans la table des matières de Michael Wehlach, vous savez qu'il y a une table des matières quadrilingue dans d'autres langues que l'hébreu. Cette expression d'écorcher la langue insiste sur la violence qui est faite à la langue, alors que ce qui est en jeu dans cette langue cassée, dans ce très beau texte de Tomer Gardi, d'ailleurs je vous le montre, je l'ai pris ici, Broken German. Voilà. Ce qui me semble être en jeu, ce sont justement les ouvertures, les interstices, ce que l'assouplissement des règles ou leur ignorance délibérée permettent d'ouvrir de poésie dans la langue. Alors en traduisant ce texte vers l'hébreu, que j'apprends essentiellement oralement, je me suis moi aussi laissée guider par l'oralité, par les sons, par la musique de cette langue, qui me fascine surtout par cette musique et par ces sons. Et dans cette mesure, c'était un processus facile et heureux, puisque libéré des contraintes du mot juste, qui frustre parfois dans l'activité de traduction. C'était un processus coulant, puisque le devoir d'exactitude ne pesait pas sur moi. Je n'ai pas cherché non plus à reproduire des fautes
mais à reproduire une impulsion que j'ai cru reconnaître dans ce texte, celle et qui était aussi la mienne de fait, l'impulsion d'oser s'approprier, c'est-à-dire utiliser à sa façon une langue autre, une langue qui n'est pas la mienne et qui ne va pas de soi pour moi. Si mon texte parvient à trouver une poésie dans l'hébreu cassé ou écorché, similaire à celle que Tomer Gardi a indéniablement su trouver dans son allemand, c'est une chose dont je ne peux pas juger puisque c'est précisément la limite de cet exercice, que c'est le manque de maîtrise et de contrôle qui a présidé à cette traduction. Donc je vais vous en lire un extrait. Ce texte, on l'a intitulé Ivrit Shvura, qui signifie donc hébreu écorché ou caché, cassé. Ivrit Shvura. בסוף של הטיסה הזה, אני ואימא שלי איבדנו את המזוודות שלנו. אנחנו עומדים ליד הרצועה הגומית המתגלגלת, פה עם האחרים, מקופחים בשינה, רעבים על ניקוטין, תשושים. המזוודות מתגלגלות לאט לאט לידינו. אחד אחרי השני, השכנים שלנו לוקחים את הכבדה שלהם. הולכים, ממשיכים, הולכים מפה. האיש עם הדרכון איראני שנראה כמו אבא. אחר כך הברונטית הנחמדה עם ילד הקטן. המשפחה הבלונדיני הולכת. אחר כך האישה שנראית מאוהבת. האיש עם הכיסא מתגלגל והבת שלי. המשפחה מקונגו. ההיפי עם רסטה והדיג'רידו. הסמסונאית השחורה והמרובה. והשני תרמילי גב גדול וקטן. והסגולה האלגנטית. המזוודה עם גלגלים האפורה. והתיק של ספור שחור. ואחרי 20 דקות מתגלגלים פה רק 4 או 5 מיכלים אלמונימים. הפקרים בלי תקווה, אילמים. שפת האם שלי היא לא שפת האם של אמא שלי. שפת האם של אמא שלי היא לא שפת האם של אמא שלה. שפת האם של אמא שלה היא לא שפת האם, ואחר כך עוד. אחר כך עוד, הרבה מאוד. אנחנו בבילונים. איך זה נחגג בבבילוניה? אני שואל. והיא אומרת, תקשיב בן, בשפתי ההם שלנו אין פסיבית. אנחנו משתמשים במילים לא בשביל למחול, למחוק, למחות. לכל מעשה יש מישהו שעשה. עכשיו, מה אתה רוצה לחגג? ומה עוד אתה רוצה לדעת? ככה נראית המוות בזמן של עדויות הזמן. האיש עם החרמש לא בא עם חרמש, לא עם חרמש. האיש עם החרמש בא עם מכשיר הקלטה, אומרת אמא שלי, וצוחקת. נכדה או בת? בן, כמו אתה. והוא שם את המכשיר הקלטה לפניך ושואל, ספר כבר, ספר כבר, ספר. ואז אתה יודע, המוות, הוא פה. תן לי לחיות, ילד. תן לי לחיות. איפה הייתי? איפה הייתי להיות? מה אמרתי? הנה. אני זורקת את זה לך, ילד. אני זורקת לך את זה. אני משחררת אותי. אני משאירה לך את זה מאחורי. עכשיו זה דבר שלך, ילד. ביד שלך, עכשיו תור שלך.
des initiatives nombreuses qu'Etal a prises pour essayer de ramasser les moyens d'éditer Mekan Ve'elach, figure l'idée de recruter des prénumérantes. Alors, c'est une idée très intéressante dont on va tout de suite expliquer un peu le contenu, mais qui a un mérite qui va bien au-delà des quelques sous qu'il a réussi à grappiller de la sorte, c'est qu'il a renouvelé une vieille tradition de l'édition indépendante juive pendant les siècles. Indépendante, ça veut dire pas un éditeur indépendant, mais un auteur qui fait son livre et qui essaie de le placer quelque part, et si possible, c'est de faire payer. Alors, il y a un petit livre qui explique un peu ce que c'est que les prénumérantes. Je me bornerai à vous le lire, et comme ça vous saurez. Au passage, oui. Auf Jiddisch, versteht sich. Donc, ça prendra. Mit ein paar 100 Jahren zurück, bis gar nicht zu uns in die Kufe, ist gewesen ein verspäteter Minnet beim Mechabrim, der Rike der Rabbonische, sich herauszuhelfen beim Herausgeben nach Hiebe durch kleinen Vorausgeld bei den potenziellen Koinen. Herr Joiskin Mechaber hat nicht gehabt, keine Hoffnung, zu neu zu kleiden in sein Stadt genug Geld, was auf Decken die Druckholzeu ist, muss es auch noch bleiben, das Stückel Achnosse verliehen, oder für denselben Zweck genommen besuchen der Lumike Mekoimis von seiner Stadt, ganz oft durch weite jüdische Jeschuven. Der allgemeine Derech ist gewesen, hat der Mechaber folgt reingehen zum Rauf von Stadt, wo er gewollt kleinen Abonnenten für sein Chibir weisen in Xaviat, ob das Manuskript das schon gehabt als Kombis von anderen Rabbonen oder der Rav allein gesehen, als der Chibir ist beruhig atoin und ist wert gedruckt zu werden, debelt pflegt der Rav gern der Mechaber einen oder zwei Balabaten ihm zu begleiten beim kleinen Chosmin auf sein Buch, auf seinen noch nicht gedruckten Sefer. Ein maskilischer Mechaber pflegt versteht sich gehen zu einer maskilischen Stadt, was pflegt vielen zu den maskilischen Jiden in jenem Ort. Die Namen von denjenigen, was haben bezahlt im Voraus oder hat gegeben Handgeld, pflegt der Mechaber verschreiben bei sich, vernotieren durch die Stadt und nicht selten auch den Maimed von dem Abonnent. Beim Abdrucken sein Chibir pflegt der Mechaber veröffentlichen das Rauf beim Sof von Sefer die Namen von den Chosmin. Und das pflegt meistens sein Gruppiert für jede Stadt. Die dosige angegebenen Namen auf Sforim sind es die Prénuméranten-Regimes. Bon, je parle le reste, je vous dis un peu. C'est donc, ce livre est un recueil des listes d'abonnés à des traités, généralement des traités rabbiniques. Et celui qui a réuni ces listes, dans son introduction, il explique tout simplement que jamais un auteur n'avait l'espoir de trouver les frais d'impression de son traité autour de lui, et que la seule manière de le réunir, c'était de trouver des abonnés, des prénumérantes, des gens qui seraient prêts à payer le tout, ou au moins une avance sur le prix du livre, avant qu'il ne soit imprimé. Donc l'auteur se promenait avec son manuscrit chez le rabbin. Il allait d'une ville à l'autre, il rendait visite au rabbin, et si son livre avait des recommandations de rabbins importants, ou bien le rabbin même de la ville trouvait que c'était bien, alors il lui donnait quelques bourgeois de la ville pour qu'on l'accompagne et qu'il aille de maison en maison proposer son traité. Et comme ça, après avoir fait plusieurs dizaines de villes, il avait suffisamment d'abonnés pour payer l'impression et peut-être pour gagner quelque argent lui-même. Et c'est alors qu'il faisait imprimer son traité et qu'il imprimait dans les dernières pages, généralement, la liste des généreux abonnés classés par leur ville. Et c'est ainsi que Beryl Kagan, celui qui a réuni la liste, a pu faire ces documents exceptionnels où on voit
le long de presque 2 siècles, qui et où a acheté quel traité rabbinique et parfois aussi quel livre maskilique, parce que ça aussi se diffusait de la même façon, quoique un peu moins. Et c'est un document culturel extraordinaire. Et bon, Tal a le mérite d'avoir renoué avec cette tradition et avec ce terme, plenumeranten, qui est si beau, qui est aussi une convergence des langues et des traditions, puisque c'est un mot en principe latin, employé en yiddish pour parler de la diffusion des traités hébraïques et rabbiniques en général. Donc voilà encore une belle convergence. Et c'est ça, voilà. Merci. Nous avons une petite question de Batia Bond. À part les livres rabbiniques, tu dis qu'il y avait des livres maskiliques. De qui demandait-on la signature et les... Voilà, et là on allait chez un maskil éminent dans la ville en question, lequel trouvait 2 ou 3 accompagnateurs pour que l'auteur aille rendre visite aux gens mordus d'Ascala, n'est-ce pas? On n'allait pas chez les chassidim pour demander pour et vice-versa, mais chacun trouvait son public, c'est ça qui est beau. C'est ça. Et maintenant, Shachar Feinberg. Bonsoir à tout le monde. Donc, moi j'ai voulu parler ce soir de ce que c'est que moi, ce que représente pour moi ce projet qu'a entamé Tal avec Mikan Belach. De ma part, j'ai contribué à une traduction en hébreu d'une nouvelle de Marcel Aimé qui s'appelle Rue Saint-Sulpice, qui a été publiée en 1933 dans un hebdomadaire littéraire de l'époque, et qui raconte l'histoire très drôle d'une petite officine d'imagerie pieuse qui se retrouve dans la panade parce que leur Jésus et leur Jean-Baptiste ne marchent plus, ça ne se vend plus. Donc ils trouvent une manière pour s'en sortir et l'histoire se déroule de là. Mais je voulais donc vous parler du point de vue d'un Israélien qui vit depuis longtemps à l'étranger. J'ai passé quelques années aux États-Unis et maintenant ça fait 5 ans que je suis en France. Et mon rapport avec l'hébreu, elle est venue, quoi. Ça va et ça vient. Et je me cherchais et par ailleurs, je suis de naissance bilingue en hébreu et en anglais. Parce que chez nous, on parle hébreu et anglais, ça dépend de qui on s'adresse. Et donc, en préparant mes remarques, je me suis rendu compte que c'était difficile pour moi de raconter cette histoire sans qu'elle soit une histoire de révélation. Parce que, en réalité, ce projet, quand j'ai lu pour la première fois le premier numéro de Mikan Belach, ça a été une révélation. Et donc, pour ne pas raconter mon histoire de révélation, je vais raconter une autre histoire de révélation que j'ai lue dans le Talmud il y a quelques jours, avec un copain qui n'est pas là ce soir, que j'ai rencontré par ailleurs dans une autre association de gens très recommandables, qui s'appelle Parler en paix, où les adhérents apprennent et l'hébreu et l'arabe. Et lui, par ailleurs, ce copain, il est juif par décision, malgré le rabbinat. Et on lit le Talmud ensemble une fois par semaine, pour s'amuser. Donc, c'est l'histoire de Rabbi Yossé, c'est dans Brachot Perek Aleph. Rabbi Yossé raconte qu'en se promenant, il est entré prier dans l'une des ruines de Jérusalem. Bon, et à la sortie, il lui attend Élie, le prophète, qui par ailleurs est absolument redoutable parce qu'ailleurs dans le Talmud, quand il rencontre un juif qui prie derrière une synagogue, il lui coupe la tête. Ah oui. On ne veut pas trop embêter Élie autour des synagogues. Donc, Élie lui demande pourquoi il est entré dans une ruine. Et le rabbin, il répond pour prier. Et il dit, bah, tu peux prier sur la route. Et il dit, mais j'ai peur des brigands. Il dit, tu peux faire court. Et donc le rabbi, il a appris 3 choses. Qu'il ne faut pas prier dans les ruines, il faut pas, qu'on peut prier sur la route et qu'on devrait faire court.
Et après, les rabbins dans ce traité essayent de trouver les raisonnements pour les trois, ces trois réalisations. Et parmi lesquels il y a un raisonnement que si tu pries dans les rues, si tu rentres dans les ruines, tu risques la faute de Hacham, donc de la mauvaise réputation, parce qu'il se peut que dans cette ruine, il y a une jolie femme séduisante, et qu'est-ce qu'on sait ce que tu as fait à l'intérieur, etc. Donc tu devrais éviter d'y rentrer. Et donc pour moi, quand j'ai lu le premier numéro de Mikan Velach, il n'y avait pas malheureusement une jolie femme séduisante, mais c'était peut-être aussi parce que je ne suis pas rentré dans une ruine. Oui. Car, et bien au contraire, le portail qui figure sur Mikan Velach, si on peut se montrer, Tal en parle dans ce numéro. Et en fait, ce portail représente une réanimation d'une tradition d'imprimerie européenne, et notamment hébraïque. Et je cite l'avant-propos de Tal en traduisant. Le dessin du portail qui figure sur la première page du livre est comparable au portail d'une ville. Selon cette logique métaphorique, le livre lui-même est comparable à une ville. La métaphore visuelle fait du livre comme un objet portable et déplaçable, un lieu textuel, une ville qui n'est pas enchaînée à un seul territoire, à une Kiryat Sefer, une cité du livre. L'objet palpable du livre représente la conception concrète de la diaspora, pas comme un cosmopolitanisme flottant, ni comme un globalisme virtuel. Fin de citation. Et moi, j'ai eu le sentiment de trouver dans cette revue exactement ça, un interlocuteur et des interlocuteurs qui pensent et qui écrivent sur un état que moi, personnellement, je vivais comme abstrait, un état détaché, aliéné, isolé par rapport à cette langue. Et à cette langue et à cette existence d'exil voulu ou exil choisi. Émigration, il y a beaucoup de termes autour de ce que c'est que quitter par son propre choix son pays natal. Et le fait de penser cet état, de le théoriser, de se familiariser avec le concept, par ce fait même, il devient palpable, tenable, et on peut commencer à jouer avec. Et donc, Mikan Velach, c'est le lieu où l'absence des lieux devient le seuil de la réflexion, en fait. Et on constate que c'est le cas. Enfin, on constate que l'absence des lieux est le cas. C'est ça la donne. Et on peut s'en désoler. Mais on peut aussi commencer à le tourner sur sa tête, à l'examiner, à l'étudier, puis finalement en créer quelque chose. Et donc, c'est peut-être aussi là une autre différence avec l'histoire de Rabbi Yossé dans les ruines. Cette ruine se trouve à Jérusalem, et pour cause. Jérusalem représente dans le Talmud le temple détruit. Et Eli recommande à Yossé de ne pas aller chercher le détruit, le déchu, etc. Fais vite sur la route. Et de génération en génération de commentateurs du Talmud se polémiquent jusqu'aujourd'hui de ce que signifie cette route. Est-ce que c'est la route du retour à Jérusalem, ou est-ce que c'est la route sur laquelle on se retrouve tous, toujours, toute illusion messianique mise de côté, comme un désir qui reste fructueux en tant que désir. Et avec Mikan Velach, on n'est justement pas sur une route, parce qu'il n'y a pas la route, il n'y a pas la route qui mène à Jérusalem, à Rome, ou bien à l'arrivée du Messie, ou tout ça. On est déjà chez soi, en fait. On est dans la Kiryat Sefer. Peu importe où nous sommes, ou quand, ou finalement qui. Parce que c'est autour d'une langue qu'on se ressemble. Et les langues, comme on le sait tous, n'appartiennent à personne et à aucun lieu. Et moi, par ailleurs, je vais me mettre au Yiddish cet été, à l'université d'été à Berlin. Et donc, je parle de moi-même,
pense que je peux parler pour tout le monde quand je dis que tous qu'ils vivent aujourd'hui, demain ou hier, sont les bienvenus dans toutes les mondes. Et donc je leur dis, salam alaikum. Merci beaucoup. Shachar. Maintenant toi. Ron Ron Naïvel. Ok, j'espère que l'accent israélien, comme ça, un filet, ne va pas vous casser les oreilles. Alors, je vais parler librement parce que, voilà, dans mon français, qui est aussi un peu brisé, cassé, et l'expérience qu'on a en tant qu'immigré, c'est à un certain moment de comprendre aussi qu'il n'y a pas une langue qui n'est pas déjà brisée en quelque sorte ou cassée. Et je voulais parler de ce mouvement que représente pour moi le MEACEF, le Mikal Veilach, le mouvement qui s'annonce déjà dans le titre, Mikal Veilach, que tu traduirais par à partir d'ici. Voilà. Quelle est la traduction officielle? Veilach, c'est très difficile à traduire, je me Il y souviens. a deux de ça. traductions de toute façon. Oui, D'ici à partir de maintenant. oui, à partir d'ici, à partir de maintenant. C'est temporel et spatial en même temps. Voilà, Mikal Veilach, mais c'est vraiment, voilà, on se met à bouger. On lance un mouvement. Non, justement, mais c'est vrai que la consonance, elle fait penser aussi au verbe marcher. Tout à fait. Et c'est tout à fait pertinent, je trouve. Et je pense qu'on a tous cette idée à l'esprit lorsqu'on rencontre cette expression. Et du coup, je pensais à un mouvement, je suis vraiment personnellement très heureux et très fier de me retrouver dans ce mouvement. Et je me pose la question de ce que c'est ce mouvement. Et du coup, je réfléchis un peu à ce qui me vient à l'esprit, en tout cas, c'est le mouvement, peut-être un des mouvements de l'hébreu le plus emblématique, le plus connu, peut-être, les plus cités. Et c'est le mouvement du livre de la Genèse, de la Bible, de Lech Lecha, que le Dieu Yahvé dit à Abraham, va, peut-être même va-t'en, jusqu'à la terre que je te montrerai. Et cette terre, ça se trouve, c'est la terre de Canaan. Et c'est le mouvement, je ne sais pas le premier mouvement de l'hébreu, mais c'est le mouvement de l'hébreu qui est le mouvement qui déclenche peut-être cette construction théologico-politique qui va devenir le peuple d'Israël, le peuple juif, un mouvement qui est entièrement dans le mythe, mais qui a justement, parce que c'est dans le mythe, des conséquences très graves sur l'histoire et sur la réalité vécue de beaucoup de gens dans le passé aujourd'hui. Mais ce n'est pas ce mouvement-là dont je veux vous parler, parce que ce mouvement, ce qui est un peu moins connu peut-être, un peu moins lu, c'est que quelques versets auparavant, lorsqu'on lit la généalogie de génération à partir de Noé jusqu'à Abraham, on trouve le personnage de Terach, qui est le père d'Abraham et de ses deux frères. Et on nous raconte que Terach, il vit avec sa famille à Ur Kasdim, la ville d'Ur, qui est en Mésopotamie, et qu'il décide à un moment d'aller à Canaan. Et il s'arrête à Haran avec sa famille, avec Abraham, avec Sarai, avec Lot. Il s'arrête à Haran, qui est une ville au milieu, une terre, un pays au milieu. On n'explique pas pourquoi il a lancé ce mouvement, on n'explique pas pourquoi il s'est arrêté là, mais quelques versets plus tard, on nous dit qu'il y avait a dit à Abraham, bouge-toi et continue en quelque sorte ce voyage que ton père a lancé. Et moi, je me retrouve plutôt dans le mouvement primordial de Terach, qui précède le mouvement d'Abraham, qui n'a pas besoin de la parole divine et qui
qui est inscrit évidemment dans le mythe et qui a des rapports clairs au mythe, mais qui n'est pas enfermé dans un rapport de soumission, dans une voie étroite et décisive qui se permet d'arrêter là où on veut, qui se permet justement de se rassembler de la manière qu'on cherche, qui n'est pas dans une liberté absolue, qui est dans un contexte géographique, économique, existentiel particulier, mais qui a toujours une promesse, un mouvement un mouvement qui n'a pas les mêmes objectifs. Voilà, c'est une juste piste de réflexion que j'ai eue en préparant mes propos ici. Et merci beaucoup. Alors, il s'agit ici d'une soirée avec plein de yiddishistes et des hébraïstes, on peut dire. Mais il y a 90 ans, 1927. voilà, nous avons trouvé dans le journal Yiddish Heint de Varsovie un article qui s'appelle « La guerre des hébraïstes et yiddishistes à Paris ». Et moi, j'ai jugé ce texte de mériter d'être lu en yiddish. Après, on va avoir une petite résumé en français. Annick Brie-Margolis. Ah, et vous avez le texte. Alors, si vous êtes capable de déchiffrer les lettres hébraïques, voilà, vous pouvez suivre le texte. Un petit cours de yiddish, si vous voulez. Es ist gewesen eine richtige jüdische Milchume. Mit dem Mäul, mit Fäusten und vielen mit die Steckens. So eins hat Paris bis noch nicht gesehen. In die Liebhabers von Skandalen hoffen, es ist erst ein Gitterhumei und als die Fortsetzung wird noch kommen. Und ich bin sich müde, als keinmal habe ich sich noch nicht gespürt, also nur zu den Jiddischisten, wie auf jenem skandalösen Abend. Die zerbuscherte jiddischistische Nation ist gewesen formell, umgekehrt in logisch und gentlemanisch erwarte nicht, aber Hingerike sind ständig gerecht in die jiddische Masse in Paris ist wirklich Hingerik noch ein Jiddisch Wort. Man darf wissen, als Jiddisch ist in Paris überhaupt verwurzelt. Die Riederblicke Jeunesse Juive macht von Zeit zu Zeit sehr interessante Diskussionen auf jiddische Themen. Für die großen Massen sind sie nicht zugänglich, weil sie verstehen kein Französisch nicht. Die Zionisten halten auf Kongressen und Konferenzen und machen euch von Zeit zu Zeit Vorlesungen. Wieder ist es für die Massen fremd, weil dort hört man noch Hebräisch oder Russisch. Und das Resultat ist, als in keiner Stadt ist nicht da als eine Fremdheit zwischen der jiddischen Intelligenz und die puschete Volksjuden wie in Paris. Endlich aber hat es geplatzt und die stumme Volksmassen, was haben dieser Herr da sich geduldig geschwiegen, haben sich zerbunden. Die Zionisten haben angeordnet an Nachadabend und in die Annoncen gemolden, als alle Redes wollen gehalten werden in Hebräisch. Aber merkwürdigerweise hat viele Themen wie Achadam
zugezogen 1000-köpfige Neulem, zwischen welchen die größte Hälfte hat Hebräisch nicht verstanden. Man hat mit geduldigem Respekt ausgehört Sokolovs lange Rede. Man hat ungestrengt die Euren beschass Jabotinskis Rede mit seinem klangvollen Hebräisch. Man hat geduldig ausgehört die Rede von Poet Schneyer und von Rabbiner Eisenstadt, aber wenn es ist gekommen zum 5. hebräischen Redner, hat die Geduld von der Stummermasse geplatzt. Verschämt und nicht dreist hat zuerst einer ausgeschrieben, Jiddisch. Und dann hat der Amoin untergehabt dem Geschrei, sie zerschrien auf hunderter Keules mit dieser Leidenschaftlichkeit und dieser Aufregung, gleich wie sie wollten stürmen die Bastille. Und es ist avec eine Milchume, eine Geschlägerei, eine Diskussion mit Fäusten. Es ist gewandt das Geschrei von Verbitterkeit, von Ellenkeit, von einer Stummermasse, was will euch reden, oder wenigstens Ehrenreden auf die Sprache. Und der Aufstand ist damals nicht gewesen kein Milchume zwischen Jiddischisten und Hebräisten, nur ein Bund von Stumme gegen Redetike, von Hungerike gegen Satte. Soll es sein eine Warnung für die jiddische Intelligenz in Paris, welche hat sich aristokratisch ausgeschlossen und verloren jeden Kontakt mit den Volksmassen. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à Paris, donc à cette époque-là, en 1927, il y a plusieurs groupes. Il y a la masse des juifs, des Pushet et Yidden, qui sont là et qui ne comprennent que le yiddish. Il y a d'autres juifs qui arrivent et qui font des soirées autour de l'hébreu où tous les discours sont tenus en hébreu ou quelquefois en russe. Et il y a un autre mouvement qui s'appelle Jeunesse juive qui ne parle qu'en français. Et donc finalement il y a une espèce de guerre entre l'hébreu et le yiddish, mais aussi entre l'intelligentsia et les gens du peuple, les Pushet Yidden qui sont là et qui ne comprennent que le yiddish. Et ça devait être assez fort pour qu'un journaliste soit justement envoyé à Paris et écrive il était correspondant à Paris, mais écrive un article à propos de cette guerre entre les yiddishistes et les hébraïsants à Paris. J'ai dit à peu près en gros ce qui se passait. Ja, und man sieht da bei MS, wie so haben die Rollen sich verbieten, ja. Und man hat da an Eulen, was versteht nicht, was sich so und was ist das für eine jiddische Sprache, lass mir hören ein Stück Französisch, lass mir hören ein Stück Hebräisch. Aber ich will von deswegen noch alles ein bisschen reden auf Jiddisch, das ist euch demonstrativ, gedei zu sagen, als was wir haben da heim in Paris, was wir davon haben, klar, Leute mir, ist nicht kein Milchome zwischen Jiddischisten und Hebräisch, nicht kein Milchome zwischen Jiddisch und Hebräisch, nur ein Schutzfest. Das heißt, ob Jiddisch will sich beneien und ob man will haben eine jiddische Kultur, was hat eine Zukunft, darf Jiddisch verstehen, wie Jiddisch hat verstanden in alle Deures, also sie können sich beneien allemal, nur beschüttet und leben und von Jiddisch heraus, von Hebräisch heraus. Und dieselbe Sache meine ich, was scheich unser Projekt. Ihr versteht? Schachar versteht schon, sehr gut. Sehr gut. Euch was scheich Hebräisch. Der Hebräisch oder das Hebräisch Yitzchak, macht nicht Scheiß. Das Hebräisch, was wir wollen da haben in Mikan Velach, ist Punkt a Sprache, was will sich beneien von Jiddisch heraus. Ist Punkt a Sprache, was will gucken auf Jiddisch, nicht nur wie ein Modell,
wie eine Qual, was wir können schätzen von ihm, noch euch wie ein Heim. Und das hat man schon gesagt mit der Jahr zurück, aber das darf man noch alles sagen. Also es ist nicht kein Zufall. Also man geht da raus, dem dosigen Mersef oder die dosige Zeitschrift für diasporischen oder furzesdicken Hebräisch, darf in einem jüdischen Haus. Das ist bekiefen und das ist für mir und ich hoffe, es für euch ein Zeichen, ein Simen für die dosige Schutzfest zwischen beiden Lechones, Alevai, weiter. Enfin, pour finir, pour clore cette partie de la soirée, c'est-à-dire avant les harengs et les cornichons et la vodka, voilà, j'invite Amos Oren de nous lire le texte, la traduction du texte de Maurice Hollander, que vous avez aussi l'original en français, c'est cette page-là. Tout le monde a des pages? Tout le monde a des pages? Voilà. Ça, il est tiré de ce livre qui vient de sortir il y a en fait un mois. Un fantôme dans la bibliothèque. Et le texte, il s'appelle en français Un Shabbat comme les autres. bonsoir. שבת ככל האחרות. אני הוגה לאותם סופרים שספריהם נקראו מעט או שלא נקראו מעולם, אשר מתמידים בשתיקה להתקיים עד הקץ. כך נראה לי אבי, כבן 100, אף שמעולם לא האמין באל כזה או אחר, הגה כל ימיו בערב שבת את תפילות השבת, בימי מלחמה, בימי שלום, בחיק המשפחה, עם אמי, כשנותרו רק שניהם, ובסופו של דבר לבדו. בתור ילד נדהמתי מאותו טקס שבו אדם מבטא מילים שאיש לא מבין, משבוע לשבוע, משנה לשנה, מעשור לעשור. איש לא מבין ואיש לא מאזין, כמו צליל הד שפירושו לא יימצא בניגון המילים. לעתים ביושבו לשולחן לבדו, כשהוא מודע להיותי נוכח ונהדר בעת ובעונה אחת, בעודי קורא ומתעסק במשהו אחר בחדר ליד, הוא היה יכול להמשיך בתפילותיו בטקס מוקפד שלא לשם דבר. כשהגיע לערוב ימיו, הייתי שם. הפעם הוא ידע שאני מאזין לו. צפיתי בכל מילה, בכל הברה, בכל נשימה, כאילו שמעתי כל תנועה ותנועה, כל עיצור ועיצור, את כל אותן מילים אילמות שאף אל לא חוסה בתוכן. הוא היה מודע לערנותי, הוא עמד זקוף, כמעט זקוף מדי, והתנועע בדקות מפתיעה לגילו ולקשיחות גופו. מניין בא לו אותו ביטחון בלתי מעורער בעין, ששמותיו הלוהטים שורפים את אצבעות סופר הסתם ומכתיבים שכחה שלא עובד בדבר. את אותם הימים העביר בישיבה על ספה, בעודו מביט ושומע את כל אשר הניב לו גנו המסולה במקריות הרגע. חתול, ציפור, רוח, שרב או צינה. כשהגיע ערב שבת, פשוט עשה את מה שעשה מאז ומעולם, מבלי להעסיק את עצמו בי או באחרים, שהיו רבים, אך נעדרו באותו ערב מסביב לשולחן. לבדו, רכון על סידורו, הוא קרא את הטקסט כמו אותם האנשים אשר כותבים במשך כל ימי חייהם, מבלי לדעת למי או למה. אף על פי כן הוא קרא. הוא שלמד לפענח רק את מה שלא יכול היה להבין, או אולי כך אמרו לו כילד, את מה שאסור היה לשמוע. כתבי קבלה כמוסים אלה, אשר מטשטשים את הגבולות שבין מה שנאמר ובין מה שלא נאמר, מובילים לאבדון, לשיגעון שמפיל את החכם אל הפראות, הרחק מכל אנושיות אפשרית. אפילו סיפרו שהחלום להציץ על גן העדן יכול להסיט תיאולוגים ופילוסופים לעבר שירתו האפלה של הגיהנום.
בין התפילות ששרים בערב שבת יש כמה פסוקים מספר בראשית שמספרים על היום השישי לבריאה. זה שלאחריו תבוא השבת, היום השביעי. קידוש השבת מספר את תולדותיו של יקום שבקע בקושי מן התוהו ובוהו, כאילו שבמהלך אותו הטקס יוכלו כמה תנועות בנגינתן הארכאית לסייע להבין את פצע התולדה, לכפר על אלימות ההבדלה, תוך מתן צלם אנושי לתוהו ובוהו של בראשית. כיצד ניתן לדמיין קריאה בלתי מופסקת ללא תוכן? כל מילה עוצרת בתוכה את סימן השבר, שהוליד פואטיקה, שדרכה תוכל שירת היומיום של התנועות להתיר את עצמה מיצוריה. מתוך פרקטיקה מעין זו, ייתכן יקום שבו האות היא גוף הרוח, ולא להפך. באותו ערב הימר אבי שוב ושוב על חייו, כל ימי חייו, על כל חייו. הוא עמד על אותה הבמה שהותרה לו, גם בימי פורענות, ללא שום ייאוש, וחגג את נרות השבת כדי לומר את אהבתו לקיום, את שוקתו לנשי, את צמאונו לחלוק אושר עם מי שיכול היה לחוש קרבה אליה או אליו, ללא שום הבחנה. בידו כוס יין הקידוש. לאחר שסיים את תפילותיו, שאל אותי בהיסוס ובנימוס שאין כדוגמתו, הרי ידע שמנעוריי הייתי נוקשה כלפיו. אם ארצה גם אני להגות כמה מפסוקי הטקס כדי להצטרף למקצבו של עולם, ובכך לאשר את פזמון הדורות. כשהייתי צעיר יותר סירבתי באופן שיטתי, כל אחד וטקסיו. הזמן חלף, מאז הבנתי שרק צורות המסירה נחשבות, התוכן לא חשוב. אני זוכר את אותו רגע אחד ויחיד שבו נעניתי בחיוב להזמנתו, שנוסחה באותה צניעות הנחוצה לאינטימיות קיצונית, וכך הטלתי את עצמי אל תוך אותה עברית ישנה שממנה למדתי בילדותי רסיסים בודדים. אך באותו הערב קרה דבר אחר. הטקס השבועי התחלף בשבת הגדול, שבת של חיים שלמים. כך השבתי לו את המילים שהשאיל לי, וללא קושי, כאילו ששרתי אותן מאז ומתמיד, בכל ערב שבת, הגיתי את התפילות שמספרות על השבת הראשונה בעולם, שבת ככל האחרות. יום השישי, ויחלו השמיים והארץ וכל צבעם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו. כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות.